Acapulco au Mexique, une des plus belles baies du monde sur l'océan Pacifique. Samedi soir, il est 22 h. Dans les discothèques de la station balnéaire, on fait la fête. Pendant que les touristes s'amusent, Nelson sillonne les rues au volant de sa voiture. Il est photographe professionnel depuis 14 ans. C'est beau Acapulco la nuit. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Nelson est à l'affût de son prochain coup. Moi, ce que je fais, je m'occupe des faits divers. Tout ce qui concerne les règlements de compte qui font 2, 3 morts. Les corps démembrés, décapités. C'est ça qui attire les lecteurs. Ils aiment les trucs morbides. En général, c'est ça qui les intéresse. C'est la police fédérale. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Vas-y, continue. Au téléphone, un informateur, probablement un policier. Une découverte macabre vient d'avoir lieu. Nelson prend aussitôt la direction d'un centre commercial situé sur le front de mer, en pleine zone touristique. Je suis dans la rue, là. J'approche de l'endroit. Le périmètre est sécurisé par les forces de l'ordre. D'autres photographes sont déjà sur place. Le Seméfo arrive, c'est le fourgon de la morgue. Cela signifie qu'il y a un ou plusieurs cadavres. Il y a tous les corps de police. Tu sais quelque chose? Non, je sais rien. Personne ne dit rien. Ils ne veulent rien dire. Il est question de pancartes. Sur la scène de crime, de grands cartons vert fluo avec des inscriptions. C'est la signature d'un gang. Les policiers viennent de les décrocher pour qu'ils ne soient pas photographiés par les journalistes. Une loi interdit désormais de publier les messages des cartels de la drogue. Qu'est-ce qui est écrit sur les pancartes? Je ne sais pas, je n'ai pas pu les voir. Ils sont en train d'enquêter, ils vérifient. Nous, on est là en renfort. Nous avons eu accès au contenu de ce message. Les meurtriers menacent un policier corrompu à la solde d'un cartel rival. Posée à côté des pancartes, une glacière marquée du logo d'un supermarché. À l'intérieur, les policiers vont trouver les têtes coupées de 2 hommes. L'armée et la police fédérale dirigent l'enquête. Ils viennent d'arrêter un couple au comportement suspect, un appareil photo à la main. Sur les clichés, une image insoutenable. Les 2 têtes humaines décapitées. La glacière est emportée. Les victimes sont 2 jeunes hommes inconnus, aucune trace de leur corps. Le lendemain, cet homicide sanglant fait la une des journaux. Les victimes ont été identifiées. Ce sont 2 garçons de 14 et 17 ans, probablement membres du CIDA, l'un des gangs de narcotrafiquants les plus puissants d'Acapulco. En ce mois d'octobre 2011, il y aura au total 104 morts violentes dans la ville. Acapulco, dans l'état du Guerrero, 800 000 habitants, une ville mythique en bordure du Pacifique, à 400 km de Mexico, la capitale. Avec sa baie célèbre dans le monde entier, ses plages de sable à perte de vue, ses complexes hôteliers géants et 28 degrés toute l'année. Cette station balnéaire a longtemps été considérée comme un paradis. À partir des années 50, la jet-set du monde entier s'y retrouve. John Wayne, Frank Sinatra, les Kennedy, Gina Lollobrigida ou encore Brigitte Bardot sont des habitués d'Aca. Johnny Weissmuller, superstar de l'époque pour son rôle dans Tarzan, a même élu domicile à l'année dans cet hôtel qui domine toute la baie. Aujourd'hui, on fait toujours la fête à Aca.
Sur le front de mer, la zone touristique est surnommée Acapulco Dorado. Hôtels, bars, discothèques sont concentrés sur une bande de 8 km de long. C'est un point stratégique pour l'économie de la ville. Dans la journée, les touristes se prélassent sur la plage comme Brenda et ses amis. Nous, on voulait être à la plage, avoir du soleil, du sable et faire la fête. D'autres vont en excursion à la Quebrada, un site touristique célèbre dans tout le Mexique, aussi fréquenté que la Tour Eiffel. Pour impressionner les touristes et gagner quelques pesos, des plongeurs se jettent du haut de ces rochers à 40 mètres de hauteur. C'est un mélange de nervosité, de peur et d'adrénaline. Mais Acapulco a aussi un autre visage. Depuis une dizaine d'années, la ville est devenue une véritable plaque tournante du narcotrafic entre le sud et le nord du continent américain. Elle est aujourd'hui un lieu de passage incontournable entre la Colombie, qui exporte sa cocaïne, vers les États-Unis qui la consomment. Pour prendre le pouvoir, les bandes criminelles organisées s'entretuent en plein jour, en pleine rue, sous les yeux des passants. La délinquance a augmenté. C'est tous les jours comme ça. Pour mettre un terme à cette guerre, le gouvernement déploie les grands moyens. Police, mais aussi armée. Arrête-toi, n'avance pas. On est bien loin du rêve de carte postale. Alors les touristes étrangers se font de plus en plus rares. Ils sont moitié moins nombreux depuis 2008. Lorsqu'ils viennent, ils restent sur leur bateau de croisière, plus rassurant. Et les professionnels du tourisme font tout pour cacher une criminalité qui explose. C'est cartel contre cartel. Cela ne touche pas le tourisme. Aujourd'hui, Acapulco est considérée comme l'une des villes les plus dangereuses du monde. Chaque jour, des familles de victimes viennent chercher à la morgue les corps de leurs proches disparus. S'il vous plaît, si vous l'avez tué, je voudrais au moins avoir sa dépouille. Au cœur de cette violence, nous avons suivi Nelson qui photographie jour et nuit les scènes de crime. C'est la tête d'un homme. Et le reste de son corps est dans le coffre. Comment cette ville, synonyme de soleil et de vacances, a-t-elle pu tomber aux mains des organisations criminelles? Que font les autorités? Comment touristes et habitants vivent-ils cette situation? Dégage! Dégage! Voyage au cœur d'Acapulco, la ville où l'enfer côtoie le paradis. Le front de mer, une concentration de complexes alignés au bord de la plage, prêts à recevoir les vacanciers. Ce matin, il y a une arrivée massive de touristes au Playa Suite. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes le week-end? Oui, les week-ends, nous recevons beaucoup de groupes. Et ces touristes, d'où est-ce qu'ils viennent? De différentes parties de l'état de Guerrero, mais aussi de la capitale. Et il n'y a pas d'étrangers? Non, presque pas. Nous n'avons que des touristes mexicains, du coup nous travaillons beaucoup avec des nationaux. Et pourquoi il n'y a pas d'étrangers? À cause de la situation d'Aka. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu vas d'abord t'occuper du restaurant. Et après, tu passeras au bar de la piscine. Sergio Salmeron dirige ce complexe hôtelier de 500 chambres depuis 12 ans. Alors, ça va? Oui, très bien. Quel est le taux d'occupation aujourd'hui? Tout va bien, nous sommes à 100%. Ce sont des groupes? Ce sont des groupes, oui. Ok, donc je te les confie. Assure-toi bien qu'ils arrivent bien à l'heure pour les excursions et que tout se passe bien. À cause du climat d'insécurité qui règne dans la ville, les hôteliers cassent les prix pour attirer les touristes étrangers. Mais cela ne suffit pas. Ces derniers ont déserté les hôtels, préférant découvrir Acapulco à bord de bateaux de croisière. Conséquence, c'est la classe moyenne mexicaine qui profite de ces promotions. Alors, ça va? Vous allez à la plage? La mission de Sergio, entretenir la magie d'Acapulco, être aux petits soins avec sa clientèle. Ce week-end, il y a 1700 vacanciers, à 95% mexicains. J'ai besoin de quelques assiettes de fromage pour des clients VIP. Bien, monsieur, comme d'habitude. Merci, chef.
Comme tous les matins, Sergio va acheter son journal au kiosque, à côté de l'hôtel. Donnez-moi le journal, s'il vous plaît. Et un café. Ça fait combien? 21 pesos. Ce matin, en gros titre, 16 morts violentes à Acapulco, dont 6 femmes. Sergio s'empresse de replier le journal devant nous. Il est mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il y a à la une? Un bombardement en Syrie, au moins 50 morts, une coupure d'électricité, une manif. Et il y a eu d'autres morts sinon? Ouais, mais ça c'était en dehors d'Acapulco, dans le reste du pays. Sergio esquive. Pourtant, c'est bien à Acapulco et dans ses faubourgs que la violence fait rage. Mais cette vérité, il faut la cacher aux touristes. Mais oui, bien sûr, c'est Playa Suite. Bienvenue à Acapulco. Au bord de la piscine de l'hôtel, une ambiance survoltée. Arrivée la veille avec un groupe d'amis, Brenda, 22 ans, est étudiante en médecine. C'est la première fois que je viens à Acapulco. On est venu fêter la fin de notre année scolaire. On est là pour s'éclater. C'est un hôtel club, avec au programme animation et concours de danse. Brenda veut profiter au maximum de ces quelques jours de repos. Direction la plage située au pied de l'hôtel. À Acapulco, chaque complexe possède sa plage privée. Parasol, transat, sport nautique, tout est fait pour que les vacanciers décompressent. Toutes ces violences dans la ville, ça ne vous fait pas un peu peur? Évidemment, ça me rend nerveuse. Nous sommes tous sur nos gardes. Dans la zone touristique, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais dès que tu sors te balader, tu vois quand même qu'il y a plein de voitures militaires qui défilent sur l'avenue. Les autres fois, quand je suis venu à Aca, je n'avais pas vu autant de soldats. En fait, hier, nous avons même vu un gros bateau militaire. Oui, on apercevait un bateau de l'armée au loin. C'est sûr qu'on était un peu inquiets avant de venir. Les infos qu'on voit à la télé et tout ça. Sauf qu'ici, dans la zone où nous sommes, c'est un peu plus calme. Bien sûr, on sait quand même ce qui se passe en ce moment. Hélas, on ne peut pas faire grand-chose. Mais pour l'instant, la bande d'étudiants n'a qu'une idée en tête, s'amuser. Brenda va tenter aujourd'hui le parachute ascensionnel. Oui, je suis un peu nerveuse, mais c'est pas grave, je me lance. Ça a l'air cool, je vais le faire. C'était top, c'est génial. On sent l'air là-haut et on voit toute la baie. Mais la présence de policiers sur la plage vient troubler l'atmosphère. J'ai moins peur des policiers que des soldats. Car si les soldats étaient sur la plage, cela voudrait dire qu'ils cherchent quelque chose de précis. Et que s'ils trouvaient, il vaudrait mieux qu'on se jette par terre. Brenda et ses amis ont passé leur journée à profiter de la plage. Comme la plupart des touristes, ils essayent de rester à l'écart des quartiers réputés dangereux. C'était très cool aujourd'hui, c'était calme, il n'a pas fait trop chaud. J'aime bien cette météo, c'est humide et chaud à la fois, mais il fait bon, c'était super cool. Et moi aussi, je vais écrire mon prénom. Après une balade au bord de l'océan pour admirer le coucher du soleil, le groupe fait un tour dans les boutiques de souvenirs. C'est une journée de vacances réussie pour Brenda, mais un coup de fil de sa mère lui rappelle brutalement une autre réalité. Oui, allô? Allô? Salut maman, ça va?
Non, rien maman, c'est très calme. Il y a des soldats et des policiers partout, mais rien d'autre. Pour l'instant, rien de grave n'est arrivé. Ok maman, bise, je t'aime. C'était qui? Ma mère. Elle était inquiète? Oui, un peu inquiète parce qu'elle sait que la situation est un peu tendue à Acapulco. Elle m'appelle dès qu'elle peut pour voir comment ça se passe. Pour voir si je vais bien, si rien ne m'est arrivé. Elle t'appelle souvent? Oui, depuis que je suis à Aka, oui. Elle m'appelle 2 fois par jour à peu près, voire 3 fois. Retour à l'hôtel. Sur le chemin, Brenda et ses amis passent devant un centre commercial. Celui où nous étions quelques jours plus tôt avec Nelson, le photographe. 2 têtes décapitées avaient été retrouvées dans une glacière posée devant l'entrée. Tu es au courant qu'ici, juste devant ce centre commercial, la police a trouvé 2 têtes coupées il y a quelques jours? Non, ici? Non, je n'étais pas au courant. C'est vrai? Oui, oui. Non, je ne savais pas. Waouh! Ce genre de fait divers, ça t'inquiète? Mais oui, bien sûr que ça me fait un peu peur. Je comprends mieux pourquoi il y a des policiers ici et là-bas. Waouh, ça me donne la chair de poule. Sur la plage, comme dans les rues, les touristes ont dû s'y habituer. Jour et nuit, des milliers de policiers, mais aussi des soldats armés et équipés de gilets pare-balles, patrouillent dans la ville. Depuis octobre 2011, 2000 policiers et autant de militaires ont été déployés à Acapulco pour lutter contre les narcotrafiquants. Une démonstration de force baptisée Guerrero Seguro. Bonsoir monsieur, armée de terre. Nous recherchons des armes à feu dans le cadre de la lutte contre les narcotrafiquants. Sur cette carte de la ville, en bleu, les quartiers contrôlés par le CIDA, ou cartel indépendant d'Acapulco, le cartel historique. En orange, la Barredora, le gang le plus puissant, le plus violent aussi. La bête noire des forces de l'ordre. Plus de 1000 membres ont été arrêtés ces 8 derniers mois. En rouge, la zone que se disputent les 2 organisations rivales, avec au beau milieu le front de mer où se trouve la zone touristique. Ces 2 bandes armées sont à la solde des chefs des cartels mexicains comme celui du Chapo Guzman, le narcotrafiquant le plus puissant au monde. À Acapulco, il serait 10 à 15 000 soldats des narcos à se livrer bataille pour contrôler la ville. L'an dernier, ils ont commis plus de 1000 assassinats, laissant derrière eux des messages comme celui-ci à l'attention de leurs rivaux. Ici, il y a marqué « Ça, c'est pour toi le mafieux. Pour toute ta bande de gangsters qui est avec toi. Cordialement, les Chapos. » Les côtes sont particulièrement surveillées car à 1700 km se trouve la Colombie, premier producteur mondial de. La Colombie, c'est par là, vers le sud. Que cherchez-vous? Ce qu'on cherche, principalement de la drogue et des armes. Ce matin, un bataillon d'une vingtaine de soldats emprunte la route qui mène à l'aéroport, dans la périphérie de la ville. Ce sont des hommes de la marine, venus prêter main forte à l'armée de terre. Visages cagoulés, équipés d'armes lourdes, ils vont établir un barrage pour contrôler les voitures. Dans le convoi, un chien antidrogue. L'homme qui dirige les opérations, c'est ce commandant. On va établir notre barrage ici. Mettez votre véhicule un peu plus loin. Et on mettra les barrières là. D'accord? Les barrières sont installées sur un tronçon de route entre 2 quartiers dangereux d'Acapulco. 2 bandes rivales se disputent ce territoire. Généralement, on cherche des personnes qui nous semblent suspectes. Des personnes en groupe. Des hommes en particulier, notamment s'ils sont à plusieurs dans un seul véhicule. Par exemple, dans cette voiture où il y a 5 hommes, on fait une fouille plus minutieuse, avec l'aide du chien. Les soldats arrêtent et fouillent environ une dizaine de véhicules par heure.
Des contrôles qui ne sont pas du goût de tout le monde. Monsieur, ces contrôles, ça vous dérange? Un peu, oui. Pourquoi? Ce qui me dérange, c'est l'insécurité. Vous vous sentez touché par cette violence? Oui, un peu. Le barrage est en place depuis déjà 1 heure, quand soudain, une voiture freine brutalement, à quelques mètres du point de contrôle. Arrête-toi, n'avance pas, arrête-toi. Les soldats réagissent immédiatement, ils encerclent le véhicule suspect et mettent le conducteur et son passager en joue. S'il vous plaît, on a besoin d'aide. Venez. Il est armé! Il est armé! Les militaires sont sur le qui-vive, prêts à tirer au moindre mouvement inquiétant. Les 2 hommes sont sortis de leur voiture et agenouillés sur le bord de la route. Premier réflexe des soldats, recouvrir leur visage avec leur t-shirt. Interrogez-les. Réponds, t'as posé une question, parle. Cacher ainsi les visages, les empêcher de voir ou d'être vus, un principe de précaution. Car les soldats ne savent pas encore à qui ils ont affaire. De petits délinquants isolés ou des membres d'un gang de narcotrafiquants. On te pose une question, tu vas répondre? Les chefs de gang ont des indices partout, peut-être même ici, parmi les passants. S'ils étaient informés qu'un des leurs a été arrêté, ils n'hésiteraient pas à attaquer les forces de l'ordre. En fouillant le véhicule, les soldats ont trouvé un pistolet, à peine dissimulé. Qu'est-ce qui se passe? Pas maintenant, je peux pas te dire. Recule. À l'arrière, dans le coffre, le chien antidrogue se met au travail. Presque immédiatement, il marque l'arrêt. Il y a de la drogue cachée quelque part. Le fouilleur, il me faut le fouilleur. L'homme avec le gilet orange est le seul habilité à pratiquer la fouille du coffre. En quelques secondes, il trouve un paquet dissimulé dans un faux plancher. Alors là, on vient d'interpeller 2 individus suspects. Ils se sont arrêtés brutalement quand ils ont vu le barrage de sécurité. Et ce carton, c'est quoi? Apparemment, c'est un colis avec de la drogue. Le chien vient de le confirmer. Bilan de la saisie, 2 pistolets et un paquet contenant de la drogue à bord d'une voiture volée. Les soldats ne sont pas autorisés à l'ouvrir sur place. Ils devront le remettre au procureur. Ok, embarquez-les dans le camion. Allez, on y va. Ne t'approche pas trop. Le bataillon lève le camp. Rester sur place est dangereux. D'ailleurs, la consigne est de ne jamais s'installer plus de 3 heures au même endroit pour ne pas devenir une cible. Allez, on est parti. Les 2 hommes interpellés sont emmenés dans le camion, cachés derrière les barrières, à l'abri des regards. Quelques jours plus tard, l'enquête révélera que le paquet contenait 1,5 kg de et que les 2 suspects appartenaient bien à un gang de narcotrafiquants. Mais l'opération Guerrero Seguro, mise en place par les pouvoirs publics, est un échec. La baisse du nombre de morts est infime comparée au déploiement impressionnant de policiers et de soldats. À Acapulco, Nelson, le photographe, a du travail tous les jours. Une nouvelle scène de crime l'attend ici, dans un quartier populaire. Les passants ne s'attardent pas. Ils feignent l'indifférence. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Je sais pas. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a en bas? J'en sais rien. Inutile de s'arrêter. Ils savent très bien la tragédie qui se déroule juste en bas de ce pont. Mademoiselle, qu'est-ce qu'il se passe en bas? Non, non, j'en sais rien. Sur le sol gît la tête d'un homme, enroulé dans un t-shirt. Au milieu des forces de police, Nelson, il est déjà en train de travailler. C'est une tête humaine et le corps est dans le coffre.
Le corps est dans le coffre? Oui, c'est ça. C'est une personne d'environ 25 ans, de sexe masculin. La voiture contenant le corps est emmenée par un camion grue. La tête est ramassée par les employés du service médico-légal. Nelson rentre chez lui. Il a terminé sa journée. C'est ici, dans cette modeste maison d'un quartier populaire, qu'il habite avec ses 2 filles. Papa est là, ma chérie. Lorsqu'il arrive, Sophia, 13 ans, est déjà rentrée de l'école. Ça va, toi? Jusqu'en 1997, Nelson était pompier. Il sauvait des vies, un métier qu'il a exercé pendant 6 ans. Le métier de pompier ne m'a jamais beaucoup rapporté. Mais j'aimais bien ce boulot. Et maintenant, grâce à Dieu, j'aime aussi ce que je fais et ça me permet de vivre. Sur son écran d'ordinateur, les photos qu'il vient de prendre. Je crois que le jeune a été identifié. Il avait 19 ans, il vivait dans le quartier de la Mica. Je crois savoir qu'il était vendeur de tortillas. Et tu vas vendre ces photos maintenant? Oui, c'est ça. À qui? À une revue de Mexico qui se vend dans tout le pays, et aussi aux États-Unis. Ces photos sont de moi. 15 décapités, place Sendero. Ici, à Acapulco? Oui, ici, à Acapulco. J'ai vendu ces photos à plusieurs journaux. Et elles ont même été piratées par d'autres médias. Parmi les photos de Nelson, les corps des 2 adolescents dont les têtes avaient été retrouvées dans une glacière à l'entrée d'un centre commercial. Ces clichés lui ont rapporté 200 pesos par photo, 12 €. Après les avoir torturés, ils les ont décapités vivants. Une fois, la police fédérale et l'armée ont arrêté 10 membres du crime organisé. Et ils ont confisqué le téléphone portable d'un des détenus. Il contenait une vidéo d'une personne qui se faisait décapiter et totalement démembrée. Toute cette scène, tout le calvaire de la victime a été entièrement filmé. Tu imagines ceux qui filment ça? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête pour faire des choses pareilles? Tu fais quoi? Je fais mes devoirs de géographie. Tu as déjà vu les photos de ton papa? Oui, plusieurs. C'est impressionnant? Oui, certaines le sont, mais les autres, on en voit tous les jours. Pour photographier la mort, Nelson a toujours du travail à Acapulco. Des photos chocs comme celle que prend Nelson s'étalent tous les jours en première page des journaux. On est habitué à voir ça. C'est tous les jours comme ça. Nombre d'Acapulqueños ont déjà été témoins d'échanges de tirs. Certains ont été piégés en plein milieu de fusillades. Des adultes, mais aussi des enfants. D'après une enquête menée lors des dernières élections présidentielles, un enfant sur 3 âgé de 6 à 9 ans a déjà vu une fusillade ou un mort. Tout cela est triste, vraiment triste. Nous sommes des braves gens. Je ne sais pas pourquoi de telles choses nous arrivent. Je n'arrête pas de me poser la question. Alors l'an dernier, l'État du Guerrero a pris des mesures radicales pour protéger les enfants lorsqu'ils sont à l'école, avec la mise en place du programme École Sûre. Cette femme, avec des lunettes de soleil, s'appelle Lani Lozada. Elle a 30 ans. Policière de proximité, elle est l'une des responsables du programme à Acapulco.
Ce matin, elle se rend dans un établissement scolaire. Sa mission, apprendre à des enfants de 7 à 15 ans et à leurs professeurs les bons réflexes en cas de fusillade. Là, on est dans l'une des écoles qui se trouve dans une zone difficile. Et pourquoi il y a autant de policiers? Eh bien, ils sont ici car ils travaillent avec nous. Ils assurent la sécurité à l'extérieur de l'école. Ils font le tour de toutes les écoles du quartier pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème. On a passé un accord avec le syndicat des enseignants. Bonjour, alors dites-moi ce que je peux faire. Alors aujourd'hui, on vient pour faire une simulation de fusillade. On va commencer à 9 h. À ce moment-là, il faudra déclencher la sonnerie pour que les élèves sortent dans la cour. Très bien, je reste à vos ordres. Maranda, va te poster au fond du couloir. S'il te plaît. Chaque école d'Acapulco a l'obligation de suivre ce type de formation au moins une fois. Ici, les policiers sont reçus comme des stars. Les élèves se pressent autour d'eux, fascinés par leurs armes. Qu'est-ce qui te frappe quand tu vois un policier? Le fusil. As-tu déjà vu des fusillades à Aka? Oui. Et qu'est-ce que tu as vu? Il y avait un gars qui vendait de la drogue à l'angle de chez moi. La police et les soldats de la marine sont arrivés et ils ont tué 2 gars. Tu as eu peur? Non. Pourquoi? Parce que j'ai déjà assisté à beaucoup de fusillades. S'il vous plaît, rentrez en classe. Bon, les enfants, nous sommes ici aujourd'hui pour faire une simulation. Savez-vous ce qu'est un acte violent? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans une telle situation? Quelqu'un sait quoi faire? Se mettre par terre. Se mettre par terre, très bien. Se faire tout petit? Se faire tout petit, il a dit. Oui, pour ne pas voir ce qui se passe. La règle d'or, c'est de garder son calme. C'est la première règle. La deuxième règle, c'est de s'allonger sur le sol, face contre terre, les mains sur la tête. Et les pieds comme un canard. OK? Ça, c'est la position à prendre en cas d'agression. Maintenant, nous allons faire un exercice. Restez là où vous êtes, vous allez garder votre calme et vous allez vous mettre par terre dès que vous m'entendrez faire la sonnerie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. Pour ces enfants, cela ressemble à un jeu. Mais cette mise en scène peut devenir réalité. Les Mexicains sont encore marqués par la fusillade qui a eu lieu un jour de mai 2011 devant une école primaire de Monterrey, au nord du pays. Nous sommes dans une salle de classe. À l'extérieur de l'école, des hommes se tirent dessus. La maîtresse a filmé toute la scène avec son téléphone portable. Baissez la tête. C'est rien, tout va bien. Pour les protéger d'une balle perdue, elle a fait mettre les enfants à terre. C'est rien, il ne se passe rien, les enfants. C'est alors qu'une autre rafale d'armes automatiques retentit. Pour que les enfants ne paniquent pas, la maîtresse leur demande de chanter une chanson. Qui veut du chocolat? Ce jour-là, 4 chauffeurs de taxi et un passant sont abattus devant l'établissement scolaire. De retour en classe, la maîtresse s'assure que ses élèves ont bien compris les enjeux de cet exercice. Quelqu'un peut me dire ce que c'est une fusillade? Que tout le monde peut se prendre une balle, sans s'en rendre compte. Et qui intervient dans une fusillade? Les bons ou les méchants? Les méchants. Il y en a certains qui s'appellent les chapos.
Et qui sont les Chapos? Ce sont ceux qui font exprès de tuer les gens et ceux qui volent. Los Chapos, un des cartels les plus importants du pays. Ici, les enfants connaissent leur nom dès leur plus jeune âge. Les habitants d'Acapulco ne supportent plus de voir grandir leurs enfants dans ce climat de violence. Depuis quelques années, ils n'hésitent plus à crier leur ras-le-bol dans la rue, comme lors de cette manifestation d'enseignants en octobre 2011. Peuple, réveille-toi! La violence frappe à ta porte! Avec ce gouvernement municipal, le nombre de morts, d'enlèvements et d'extorsions a augmenté. Donc on a décidé de former un mouvement citoyen. Nous sommes professeurs, et nous sommes avant tout des citoyens. Que demande le père de famille? Que demandent les collègues hôteliers? Que demandent les chauffeurs de taxi? Que demandent les élèves? Dans la foule, un officier. C'est le chef de la police municipale. Avec ses hommes, il sécurise le cortège. Mais cette présence policière irrite certains manifestants. Dégage! Dégage! Face à la provocation, ce policier reste impassible. Je suis citoyen, père, fils, j'ai été élève. Il n'y a pas de problème. Ils sont libres de faire ça. Et nous, on fait notre boulot. Pourquoi retrouve-t-on des corps assassinés dans la ville? Ça fait partie de l'évolution criminelle. C'est comme ça partout dans le monde. En Europe avec la mafia, en Amérique centrale aussi. Il y a un problème de mimétisme social qu'on doit régler. Si la police déclenche une telle hostilité, c'est qu'il y a une raison. En 2010, 3200 policiers fédéraux ont été limogés dans tout le pays, soit un policier sur 10. Officiellement, ils avaient manqué à leur devoir. Officieusement, on parle de corruption et de collusion avec les cartels. Le gouvernement et la municipalité sont de mèche avec la mafia, c'est la même chose. Ça, c'est le courageux policier d'Acapulco qui se promène à la plage avec son coca à la main. Le maire, Manuel Añorbe Baños, est lui aussi pris pour cible par les manifestants. À Acapulco, on le surnomme El Chucky, le nom d'une poupée diabolique dans un célèbre film d'horreur. Nos dará la solución. O se está haciendo el güey. Le maire, le voici. Ce jour-là, nous l'avons retrouvé en train d'inaugurer une rue fraîchement rénovée. Nous l'interrogeons sur la violence qui ravage sa ville. Toute cette violence est lamentable. Mais la lutte contre la délinquance et le narcotrafic doit continuer. Avec l'aide de l'armée et de la marine, car la police municipale n'est pas suffisante. Mais je voudrais quand même dire une chose. Figurez-vous que l'an dernier, on a eu un pic de 500 000 touristes pendant 2 semaines à Acapulco. Et on n'a pas eu un seul incident à déplorer. Pas un. Oui, bien sûr, il y a eu quelques petites affaires de vol de tongs ou de soda. Mais rien de grave. Le maire se veut rassurant. Pour lui, les touristes ne sont pas en danger. Pourtant, cette année, le Spring Break a été totalement déserté. Une centaine de jeunes seulement étaient au rendez-vous. Spring Break en faillite, hôtel occupé presque entièrement par des Mexicains. Où sont passés les touristes étrangers? La réponse se trouve sur le port d'Acapulco. C'est là que les paquebots de croisière arrivent. À bord, essentiellement des Américains et des Canadiens, impatients de découvrir cette ville légendaire. Aurélien est français.
Il travaille pour un des organisateurs chargés de les accueillir et de leur faire découvrir Aka. Tu auras le numéro 15, ok? Et tu auras 34 personnes. Ok. Dans ce gigantesque paquebot en provenance de Vancouver, au Canada, 2500 passagers. Une manne vitale pour le tourisme. Welcome. Good morning. Who's here? Il y a encore quelques années, ces paquebots accostaient chaque jour par dizaines. Aujourd'hui, il n'en arrive plus que 3 ou 4 par semaine. Les agences de voyage et les services diplomatiques déconseillent même à leurs ressortissants de se rendre à Acapulco. Trop dangereux. Alors, sur place, il faut tout mettre en œuvre pour qu'ils ne voient que la beauté des sites touristiques et pas les crimes, l'autre spécialité d'Acapulco. Bon, il est évident qu'on essaie de savoir où on met les pieds et qu'on ne va pas n'importe où et n'importe comment. Mais en gros, on n'a jamais eu de problème, non. Tout autour de la zone portuaire, des grilles gardées par la police. Aucun incident ne doit se produire à cet endroit stratégique pour l'image de la ville et son économie. Finalement, le touriste n'est pas toujours en contact avec le vrai acapulqueño, le vrai Mexique. Est-ce que c'est un moyen de sécurité? Je pense que oui, il y a une partie de ça pour essayer quand même de préserver cette féerie et ce truc qui fait rêver les gens à Acapulco, voilà, de ne pas trop les exposer au danger ou à quoi que ce soit. Il est 7 h du matin. Ces touristes ont choisi les excursions à l'avance. Pour certains, ce sera la Quebrada. Ils ne verront rien d'autre d'Acapulco. Je veux voir les plongeurs, je dois absolument les voir. C'est sûr que vous n'avez pas été à Acapulco si vous n'avez pas vu les plongeurs de la Quebrada. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Acapulco, bienvenue au Mexique. Aujourd'hui, on vous emmène aux falaises de la Quebrada. Je vais vous présenter notre équipe. Pendant ce temps, dans la maison de la famille Alvarez, on se prépare. Iris, debout. Iris est l'aînée des enfants, elle a 17 ans. Aujourd'hui, elle doit partir travailler avec son père pour divertir les touristes qui viennent de débarquer. Ils font partie de l'association des plongeurs de la Quebrada. José Luis est électricien, mais avec son salaire, il n'arrive pas à faire vivre sa famille. Alors, pour arrondir les fins de mois, il met tout le monde à contribution. Les plongeons commencent à 8h15, 8h30. J'espère qu'on aura assez de travail. Parce qu'aujourd'hui, il y a normalement 2 paquebots de croisière qui ont accosté. Selon la liste qu'on a là, il y a 2 bateaux qui viennent d'arriver. Alors si c'est pas annulé, on va plonger 5 ou 6 fois aujourd'hui. Iris, c'est la fierté de la famille. Elle plonge du haut des falaises de la Quebrada depuis l'âge de 7 ans. Elle figure même dans le Guinness Book des records. Elle est devenue plus que jamais l'icône d'Acapulco. Elle est reconnue par les gens et les touristes parce que le gouvernement lui a décerné un prix. Et du coup, on nous sollicite beaucoup plus. On nous demande « Où est Iris ?» Les gens disent « Allez, on va à la Quebrada, voir la fille qui plonge. » Salut chef. Bonjour. Les premiers touristes arrivent. Les vendeurs de souvenirs sont déjà en place, prêts à leur faire dépenser leurs dollars. Achetez nos t-shirts dédicacés par les plongeurs de la Quebrada. Allez-y, allez-y. Depuis les années 50, rien n'a changé ici. Les falaises de la Quebrada sont toujours un lieu mythique, une excursion incontournable que les touristes attendent avec impatience. Tous les jours, une dizaine de plongeurs se jettent du haut de ces rochers. Les plus aguerris sautent de 40 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 14 étages. Lorsqu'ils arrivent dans l'eau, leurs corps sont lancés à 100 km/h.
Oui, on a déjà eu des accidents. Pas de morts, mais des blessés. Des blessures qui se guérissent. Comme mon collègue Hugo. Hugo! Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un championnat il y a 2 ans. Ici? Oui, ici même. J'ai plongé et au moment où je suis entré dans l'eau, mon bras s'est plié comme ça sur ma tête et il s'est cassé en 2. C'est au tour d'Iris. Elle va sauter d'un rocher situé à une hauteur de 18 mètres. Pour l'atteindre, elle doit escalader la paroi. Quand elle est en train d'escalader, j'ai peur. C'est la partie la plus difficile, l'escalade. Mais le moment où elle plonge, c'est encore pire parce qu'elle peut se fracasser contre les rochers. C'est ce qui me fait le plus peur. Fais attention! Ça va, Iris? C'est dangereux de faire ça. Oui, c'est très dangereux. On peut se blesser, se couper avec les rochers ou toucher le fond. C'est un sport vraiment dangereux, mais c'est génial à la fois. C'est un mélange de peur, de nervosité, d'adrénaline. Des émotions très fortes. C'est difficile à expliquer. Comme tous les plongeurs, José Luis fait sa prière devant cette petite chapelle pour que Dieu le protège. Regarde, il y a mon père là-haut. Tu as peur pour lui? Oui, ça me stresse. Ça y est, tu es rassuré? Oui, je suis rassurée. Lorsque le show se termine, les plongeurs de la Quebrada se mettent en rang près de la sortie. Alors, c'était comment le show, mes amis? N'oubliez pas les pourboires. Comme tous les mois, Iris et sa famille récoltent ainsi entre 300 et 400 $. Tu étais incroyable. Et ça, c'est tout ce que j'ai. C'est pour vous tous. 20 $. Fin de la visite à la Quebrada. Un dernier tour dans la ville, sans jamais descendre du bus, et les vacanciers sont ramenés au port où les attendent les paquebots. Ce soir, nombre d'entre eux ne redescendront pas à quai. Ils contempleront la baie d'Acapulco depuis les hauteurs d'un pont supérieur, en toute sécurité. Si ces touristes ne s'aventurent pas en ville, c'est pour éviter d'assister à des scènes comme celle-ci. Ce bus vient d'être attaqué au beau milieu de la journée dans le quartier populaire de La Laja. Nelson a été alerté. Il recueille déjà les premières informations sur place. Il y a des morts là? Oui, à l'intérieur. C'est le chauffeur et son assistant. D'après mes premières informations, ils ont été tués avec une arme à feu. Apparemment, ce serait un revolver. Ils ont été tués dans le bus? Oui, c'est ça. Derrière le cordon de sécurité, les passants résignés regardent une scène presque banale pour eux. Comment expliquez-vous que de telles choses arrivent à Acapulco? C'est parce que la délinquance a beaucoup augmenté. Ça arrive souvent. Vous avez déjà vu des morts? Ouais. Presque tous les jours. Ces deux femmes, anéanties, viennent d'arriver sur place. À l'intérieur du bus, il y avait leur mari. Avaient-ils un lien avec les narcotrafiquants? Ont-ils été victimes de rackets? Impossible à dire pour l'instant. La morgue. C'est ici que les fourgonnettes du Semefo apportent les corps ramassés sur la voie publique. C'est ici aussi que les familles viennent chercher leurs proches disparus.
Dehors, il fait 40 degrés. La chaleur est étouffante, les installations sont vétustes et rudimentaires. On s'est occupé de vous, monsieur? Non, pas encore. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je cherche une personne qui a disparu hier. C'est mon fils. Il s'appelle Rolando Mendoza Galeana. Il n'est pas rentré à la maison hier. Il a quel âge? Comment? Quel âge a-t-il? Il vient d'avoir 18 ans. A-t-il des signes distinctifs, des tatouages ou des cicatrices? Il a un tatouage ici, sur la jambe. Ce jeune policier de 24 ans prend en charge les familles. Il travaille là depuis 1 mois. Le registre d'identification des dépouilles, c'est ce cahier rafistolé. Rien n'est informatisé ici. Vous le reconnaissez quelque part? Non. Non, non plus. Non, non plus. Bon, alors je vais aller voir dans la morgue. Derrière cette porte, les 3 chambres froides où sont conservés les cadavres. Finalement, ce père repartira sans aucune nouvelle de son fils. Mais vous recevez combien de morts par jour à cause de la violence? Environ 8 par jour. 8 par jour en moyenne? Oui, à peu près. Et hier, il y en a eu combien? Hier, il y en a eu 8. 8 morts. 7 hommes et une femme. À côté du bureau d'accueil, le hangar où arrivent les fourgons mortuaires. Ici, il n'y a aucun système de sécurité, aucun contrôle des visiteurs. Difficile d'empêcher les photographes de traîner autour. Certains n'hésitent pas à ouvrir le coffre du fourgon pour photographier les corps à l'intérieur. Aujourd'hui, 2 femmes tuées par balle. Vous savez quelque chose sur ces morts? Non. Cet homme est un habitué des lieux. C'est un métier dangereux? Mais évidemment. Vous savez, ce reportage ne sera pas diffusé au Mexique, juste en Europe. Peu importe, s'il vous plaît, c'est dangereux. Il ne faut pas montrer nos visages. Ok. Même celui de mon pire ennemi, je ne voudrais pas qu'on le montre. C'est trop dangereux. Très bien, ne vous inquiétez pas. Les narcotrafiquants ont des yeux partout. Si quelque chose leur déplaît, un article ou une photo, les représailles sont immédiates et radicales. Depuis 2008, 6 journalistes ont été tués à Acapulco. Juan Carlos est employé par la morgue depuis le début de l'année. Il a 32 ans. Combien de morts êtes-vous allé chercher aujourd'hui? Je suis déjà allé en chercher 2. 2 morts? 2 femmes tuées par balle à la périphérie d'Aca, dans la colonie San Agustín. Et mon collègue, il a déjà ramassé 3 corps, moi 2. Rien que le matin? Oui, juste pour ce matin. Dans le coffre, 7 balles qui traînent. Qu'est-ce que c'est? Une balle calibre 9 mm, fabriquée au Mexique, marque Aguila. Curieusement, cette pièce à conviction ne sera pas envoyée dans un laboratoire de la police. Elle finira dans une poubelle. Car dans 98% des cas d'homicide, il n'y a pas d'enquête. La peur des représailles paralyse tout le système judiciaire. Une fois son travail de nettoyage terminé, Juan Carlos attend les prochaines dépouilles. 2 hommes arrivent à la morgue, un père et son fils. L'aîné de ses enfants, un chauffeur de taxi âgé de 20 ans, a disparu. Il le cherche partout, y compris ici. Alors, vous avez du nouveau pour moi? Écoutez, ce matin, j'ai amené 2 corps de San Agustín. L'un d'entre eux a déjà été identifié par sa famille. L'autre pas encore. C'est un garçon. Je vous montre une photo. Et il y en a 2 autres dans la camionnette qui viennent d'arriver, mais ce sont des femmes. Monsieur, vous venez chercher quelqu'un de votre famille? Je suis venu chercher mon fils.
En fait, nous sommes à sa recherche. Il a disparu. Donc vous espérez ne pas le retrouver là? Oui, mais cela fait 15 jours déjà. On vient tout le temps, car il y a sans arrêt des morts qui arrivent. C'est pour cela que je viens voir s'il est ici. Dans quelles circonstances a-t-il disparu? Il travaillait dans son taxi quand il a été enlevé. J'ai juste retrouvé le taxi, sans aucune trace de mon fils. L'homme se tourne alors vers la caméra et lance un appel au ravisseur. J'espère que les gens qui me l'ont pris vous demandent de me rendre mon fils. Demandez-moi ce que vous voulez. Prenez-moi, mais rendez-moi mon fils, s'il vous plaît. Il n'a rien fait. Si vous l'avez et s'il est encore vivant, relâchez-le. Si vous l'avez tué, je voudrais au moins avoir sa dépouille. À la nuit tombée, bien loin de la douleur de ces familles, la zone du front de mer est envahie par les touristes. La plupart des bars et des discothèques sont pris d'assaut. Les policiers sont partout, vigilants. Brenda et ses copains veulent profiter de leur dernière soirée à Aka. Ils vont faire la fête jusqu'au bout de la nuit, et sans risque. Le plus sûr, c'est de marcher sur cette grande avenue, ou dans les rues où il y a beaucoup de monde. Mais dans les petites rues parallèles, je n'irai pas. D'abord parce que je ne connais pas, ensuite parce que je ne sais pas si c'est éclairé. Nous faisons des promotions. Open bar pour 100 pesos. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? On va aller danser, on veut découvrir la ville le soir. Et on applaudit bien fort Doña Landra, la tigresse, âgée de 99 ans. C'est trop drôle! Une dernière danse et une bière pour finir la soirée. Entre drame et fête, la vie suit son cours à Acapulco, pour ces jeunes comme pour la plupart des acapulqueños. Le pouvoir mexicain a décrété en 2011 que le tourisme devait être une priorité nationale. Il veut que le Mexique passe au 5e rang mondial des destinations préférées des touristes en 2018. Mais il lui faudra d'abord mettre en échec les cartels de la drogue.